Bonjour, bienvenue à l'École de la vie. On est présentement au Cool Club, cet endroit que j'aime, qui est à Granby, mais qui pourrait être à Berlin, là, la manière dont on entre ici. Puis en plus, ils fournissent à chacune des visites des pantoufles en Fantex. J'adore tout du Cool Club. Donc, merci au Cool Club de nous accueillir. Et cette semaine, j'ai une invitée avec moi qui fait partie de ma vie indirectement. Elle est comme satellite à mon cercle social, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Et on va parler aujourd'hui ensemble d'un sujet qui... moi, j'étais un peu dernière de classe, je dirais, là, à ce niveau-là. On va parler du mouvement aujourd'hui, mais pas du mouvement genre sport, plus du bougeage. C'est un mot que j'invente présentement, là, mais comment est-ce qu'on peut ramener du plaisir, ramener de la joie, du jeu, de la liberté dans le mouvement et que ça sorte d'un peu du contexte de l'obligation. Parce que moi, je fais partie, malheureusement, d'une statistique qui m'a secouée. Je pensais que c'était moi le problème, mais je me rends compte que c'est quand même assez systémique. Il y a 33% des filles qui abandonnent le sport à l'adolescence et c'est ça qui s'est passé dans ma vie aussi. J'ai commencé à avoir moins envie de bouger, à pas trouver mon sport. Puis d'ailleurs, ça m'est remonté dans la face il y a quelques semaines parce que je suis allée me faire masser. Puis dans le questionnaire, on me demandait « sport pratiqué ». Et là, je me suis rendu compte que j'avais aucun comme réponse. J'avais pas de sport qui me montait à l'esprit. Puis là, je me suis dit, OK, est-ce un problème? Est-ce que je dois changer les choses? Puis je me suis questionnée à mon rapport au mouvement. Et là, ça donne bien parce que Chloé Rochette, elle a écrit un livre. Elle est autrice du livre « Tout le monde aime danser, plaidoyer pour libérer le mouvement ». La couverture est magnifique. Les gens qui regardent la vidéo, là, allez voir ce livre-là. C'est un plaisir en soi, juste regarder la couverture du livre. Mais Chloé, elle est fondatrice du mouvement Happy Fitness. Ça, vous avez peut-être déjà vu ça. C'est des filles là, qui... On ne sait pas ce qu'elles font dans le parc. Elles ont l'air d'avoir vraiment du fun. Elles bougent, en tout cas. Et aussi, elle est co-animatrice de l'excellent balado « L'état du jeu » en compagnie de Marie-Philippe Jean, où elle décortique toutes sortes de sujets sur le bien-être, le mouvement et plein d'autres choses. Allez l'écouter. C'est un des meilleurs balados au Québec en français, je dois le dire. Alors voilà, je suis super heureuse d'être assise en face de Chloé Rochette. Salut, bienvenue. Ben, moi aussi, merci beaucoup. Puis je veux juste dire, rebondir, c'est vrai que moi aussi, quand je suis arrivée au Cool Club, j'étais comme, c'est donc bien cool ici. Tu sais, en tout cas, c'est chaleureux. En tout cas, j'ai adoré mon entrée. J'ai parlé avec les gars, ils m'ont servi un petit café. Fait que bref. 5 étoiles. 5 étoiles, on met oui. un 5 étoiles. Bravo. Puis ben, merci de me recevoir. Je suis vraiment heureuse. Puis j'adore le nouveau terme « bougeage ». Ouais. On va le réutiliser. Parce que mouvement, il y a comme ça inclut plusieurs affaires. Oui. On dirait que le bougeage, mais grouillade, ouais. Bougeage. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que maintenant, tu sais, là, je me retrouve à souvent devoir expliquer mon livre, ça porte sur quoi. Puis au début, je disais toujours, ben c'est sur je voulais réfléchir sur la place du mouvement dans nos vies. Et je me retrouve à souvent devoir préciser mouvement physique parce que les gens sont comme le mouvement, tu sais, je veux dire, c'est large comme terme et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, là, c'est parce qu'il est large puis il est libre. Mais effectivement, le bougeage, c'est le gigotage, là. Mais c'est ça, bouger son corps, fait qu'on parle de mouvement physique ici, mais ouais j'aime bien ce nouveau terme, on va l'utiliser. On utilise ça, bougeage. Ouais, let's go. Bougeage. Puis là, le sous-titre de ton livre, c'est justement plaidoyer pour... Attends, à chaque fois, là, j'oublie la phrase. Là, c'est-tu par cœur? Libérer le mouvement. Libérer le mouvement, c'est ça. Ouais. Libérer. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que... Tu sais, qu'est-ce qui a été ton moteur pour écrire ce livre-là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un problème avec notre façon de bouger, de se mouvoir? C'est quoi ta constatation qui a mené à te donner de l'élan de faire « Hey, je pense que ça mérite que je m'assoie, puis que je pense, puis j'écrive là-dessus, et que je me prononce sur ce sujet-là. » Parce que moi, honnêtement, avant de voir le livre, je me disais « Ben ça va, on est actif, on bouge. » Tu sais, je voyais pas vraiment qu'il y avait comme quelque chose à changer par rapport au mouvement. Oui, mais je peux comprendre. La seule différence, c'est que moi, je travaille dans le domaine depuis maintenant 12 ans. Fait que moi, j'ai eu une enfance très privilégiée, puis je le raconte bien dans le livre. Puis même en écrivant le livre, j'ai constaté tout mon privilège, si je peux dire, parce que, tu sais, c'est ça aussi un privilège, c'est des fois, c'est de tenir pour acquis quelque chose. Fait que je me suis vraiment rendu compte que le fait d'avoir eu une enfance vraiment active, avec des parents qui n'ont jamais mis la pression, mais qui ont su quand même me donner accès à plein d'activités sportives différentes. Bien sûr, ça demande un privilège financier, ça demande un privilège d'éducation. Fait que, tu sais, j'ai eu accès à plein de sports dans ma vie, puis j'ai eu des expériences positives du mouvement toute mon enfance. Et jusqu'à ce que j'arrive au cégep, je pensais que c'était la réalité de tous et de toutes, surtout. Puis, finalement, en arrivant au cégep, puis justement en étant confrontée à d'autres gens qui avaient eu d'autres enfances, j'ai réalisé que c'était vraiment pas le cas de tout le monde. Mm-hmm.
Puis qu'en fait, il y en a, puis beaucoup de filles, malheureusement, qui avaient eu des expériences compliquées, traumatisantes, insécurisantes avec le mouvement, que ce soit dans leur cours d'éducation physique, que ce soit dans des sports qu'ils avaient fait, dans le club de soccer de leur ville, là, peu importe, tu sais. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, OK, c'est pas tout le monde qui aime autant le sport que moi. Puis là, moi, je me suis dit, mais pourtant, ça m'apporte tellement de plaisir, c'est tellement social pour moi, ça apporte tellement de beau dans ma vie, il faut que je fasse quelque chose pour le partager à plus de femmes. Au début, tu sais, j'ai parti mon entreprise juste dans l'idée de créer des expériences positives du mouvement. Fait qu'au début, c'était juste ça. Puis là, bon, après 12 ans à travailler dans le domaine, puis à chaque année à côtoyer des centaines, voire des milliers de femmes qui ont des relations différentes, là, tu sais, avec le mouvement, mais j'ai constaté qu'il y en avait beaucoup qui avaient des relations très complexes, qui étaient très guidées par la pression d'atteindre certains standards de beauté, qui s'apparentaient beaucoup à l'obligation, qui s'apparentaient beaucoup à la performance, à l'hyper-performance. Tu sais, j'ai beaucoup de femmes dans ma clientèle que c'est des hyper-performantes. Tout ce qu'ils font, elles veulent bien le faire. Puis c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Elles veulent bien faire, mais ce que ça fait, c'est que ça les paralyse, elles se mettent des barrières, elles se mettent une pression qui fait que finalement, le mouvement devient une source d'anxiété plutôt qu'une source de libération ou de bien-être. Fait que bref, j'ai juste vu tellement de... Comment dire? Ouais, j'ai juste constaté... avec les années, que notre rapport au mouvement, finalement, en tant que société, était très complexe. Puis, puisque je travaille là-dedans, les gens me parlent de ça. Puis, ça me fait toujours réaliser comme à quel point c'est pas simple. Puis, les gens ont des questions, puis ils veulent savoir, puis ils sont toujours en train de penser à ça. Faut que je me remette au sport. Qu'est-ce que je vais faire comme sport? Mais qu'est-ce qui est le plus efficace? Mais comment je devrais faire? Mais peux-tu m'aider? Puis mes souliers, c'est-tu les bons? Puis les gens sont comme vraiment... Oui, c'est paralysé, compliqué. c'est super compliqué, tu sais. Puis ça vient un peu de là, puis je me suis dit, comment ça, c'est si compliqué, alors qu'en fait, le mouvement, c'est un acte super fondamental à l'être humain, au même titre que de se nourrir, tu sais, si on remonte à loin. Je veux dire, bouger, c'est notre façon principale d'interagir avec la vie. C'est notre façon de se déplacer. Avant, c'était comme ça qu'on se nourrissait, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, en fait, entre ce moment-là où, tu sais, dans mon livre, je parle beaucoup des enfants, quand tu observes des enfants bouger, puis des jeunes enfants, malheureusement, parce que très tôt, on est contaminé par les idées de pression de la société, mais tu regardes les enfants, tu t'arrêtes devant une cour d'école, ça saute, ça court, ça tourne en rond, ça rampe, ça bouge dans tous les sens, puis ça le fait avec un naturel désarmant. Il y en a pas un là, qui se pose la question, je fais-tu le bon sport en ce moment, je bouge-tu correct, tu sais? Fait que je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui s'est passé pour que moi, tous les jours, je côtoie des gens qui me posent des questions, puis tu vois là, que ça vient de loin, leurs questions sont comme, mais dis-moi, s'il te plaît, comment faire pour se motiver? Mais je vais recommencer en janvier. Puis tu sais, c'est comme cette affaire-là, cette bébête-là, il faut trouver du temps pour le faire, mais on n'a pas le temps. On sait pas comment. Tu sais, il faut maigrir, c'est associé à l'alimentation. Fait que j'étais comme, OK, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi les forces qui ont rendu cette chose-là, qui est, à mon sens, si belle et pure, qui l'ont rendue si complexe et parfois anxiogène pour certaines personnes? J'ai voulu comprendre ça. Alors, c'était le moteur de mon livre, puis c'est ça. Fait que, voilà, c'était une longue réponse. Oui, non, mais c'est parfait parce qu'effectivement, ça met la table. C'est comme, pourquoi est-ce que l'acte de bouger, c'est devenu une obligation, quelque chose qu'on doit placer dans notre horaire, quelque chose qu'on doit faire. Moi, c'est un peu ça, faire pour être une bonne personne. Tu sais, la liste des affaires, ben moi, je fais mon recyclage et je diminue mon empreinte écologique, je suis présente pour mes enfants, je cultive mes amitiés, puis là, ben, vous rajoutez l'exercice là-dessus parce que, ben c'est ça, c'est une affaire qu'il faut faire pour être une bonne personne. Puis là, moi aussi, je me suis posé cette question-là en voyant que c'était comme le sujet de ton livre. Avant même de le lire, je me disais, mais effectivement, pourquoi moi, dans mon expérience personnelle, ça a pris le bord un peu, le mouvement? Pourquoi est-ce que j'ai évacué ça? Puis c'est lourd, ça me pèse, parce que je sais que je dois bouger. Il faut faire de l'exercice, c'est ça. Puis en même temps, pourquoi est-ce que le plaisir est parti de cette expérience-là qui est super le fun, finalement? Je veux dire, quand tu joues, quand tu danses un peu n'importe comment, quand tu te mets en mouvement, hey, il y a des hormones, là, un petit cocktail qui embarque, que tu fais comme « Youhou! Party! La vie m'appartient! » Mais pourquoi est-ce que ça me tente pas de le faire? Pourquoi est-ce que dans mon horaire, venir placer ça, ça me fait chier un peu? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis
Bon, là, toi, tu t'es vraiment penchée sur cette question-là. Tu l'as étudiée de tous les bords. Des fois, tu sais, pendant que j'écrivais, j'étais comme, mon Dieu, je suis rendue bien trop loin. Là. Tout le monde s'en fout de ça. Tu sais, je suis rendue bien trop profond dans mon sujet. Mais tu sais, c'est ça qui arrive quand tu écris un livre. Là. Mais oui, je me suis vraiment penchée sur la question. Ouais. Est-ce que tu penses qu'entre autres, tu sais, parce que là dans ce que je t'entends dire, puis dans le livre que j'ai lu d'ailleurs, que j'ai adoré, il y a beaucoup la notion de pression, de performance, il existe une bonne façon de bouger, puis ça, c'est moins... Tu sais, la société capitaliste qui veut faire de l'argent avec le sport. Je sais pas, tu sais, moi, je repensais à ça, OK? Parce que, justement, quand j'ai été confrontée au fait de voir que ma réponse à sport pratiqué, c'était fuck all, pas de sport. Ouais. Là, j'étais comme, mais je bouge, je suis pas inactive non plus, c'est juste que je fais pas nécessairement de sport. Et je me suis rendu compte dans les dernières années, quand justement j'ai eu moins de temps pour pratiquer le sport, quand mon contexte de vie rendait ça justement plus compliqué, bien, je me suis rendu compte que toute la société nous amène à plus forcer, à plus devoir faire d'efforts. C'est ça qu'on nous a vendu. Hey, t'as plus besoin de marcher, on a des voitures. Hey, des vélos, mais regarde, on va t'en faire des électriques. Comme ça, tu vas avoir moins besoin de forcer. Hey, ça, c'est génial. Il y a des machines qui viennent remplacer l'effort physique. Puis là, après ça, comme on fait plus d'efforts de la journée, puis on se ramasse à la fin de la journée, puis on se dit, hey, shit, va falloir que j'aille passer ma petite heure au gym, que j'aille faire ma petite pratique sportive, parce que faudrait que je bouge. Puis là, t'es comme, attends, là, c'est ironique. C'est tellement ironique. Vraiment. Puis c'est ça, tu sais, ça, c'est la première pression dont il faut libérer le mouvement, selon moi, c'est le manque d'espace. Tu sais, on n'a pas... En fait, puis tu l'as très bien dit, on a littéralement extrait le mouvement de partout où on pouvait dans nos vies. Et ensuite, on essaie de le rajouter à la fin de la journée dans une petite case de plus, une obligation de plus. Fait que c'est comme, justement, on se déplace pas à vélo, on se déplace pas à pied, on travaille plus dans notre jardin, on tombe même plus nous-mêmes notre pelouse. Fait qu'on a tout, tu sais, sous-contrat, tu sais, donné, comment on dit ça, sous-traité ça. Mais après ça, on rajoute à la fin de notre journée de travail 1 heure dans laquelle il faut aller au gym, courir sur un tapis où est-ce que c'est mesuré, calculé, habillé dans des vêtements de sport. Fait qu'on a vraiment mis un gros carcan. Tu sais, on a essayé de définir vraiment, tu sais, quand est-ce que le sport doit se dérouler, où est-ce qu'il doit se dérouler. Fait que ça doit se dérouler déjà dans une case horaire prévue à cet effet. Il faut que ce soit écrit à l'agenda, je vais m'entraîner. Il faut que ça s'appelle comme ça. Après ça, il faut que ce soit souvent dans un gym ou une place prévue à cet effet. Il faut qu'on ait les vêtements prévus à cet effet. Puis là, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une grosse pression de l'industrie. Il y a tellement d'entreprises qui vendent des vêtements de sport de plus en plus techniques et tout ça. Puis honnêtement, tu sais, j'essaie d'être super nuancée dans le livre parce que je veux vraiment qu'on comprenne qu'il n'y a rien de bien puis il n'y a rien de mal. Puis je ne veux pas tomber dans l'absolutisme qui nous a menés jusqu'ici. Tu dois avoir des souliers comme ça ou tu ne dois pas avoir des souliers. C'est comme, tout est correct, mais il faut juste faut revenir un peu, ramener de la nuance là-dedans. Puis j'ai rien contre les tops de sport. Moi-même, j'en mets pour aller courir. Là. C'est bien, surtout après avoir accouché. Ça. mais est-ce que je pourrais aller courir sans en avoir un? Est-ce que je pourrais me rendre à vélo au travail sans être habillée avec des cuissards en lycra? Oui, c'est juste que maintenant, on a comme c'est distorsionné dans nos têtes. C'est comme, ah ben non, je peux pas aller au gym, j'ai pas mes vêtements. Ah mais non, je peux pas bouger, je suis pas habillée. C'est pas l'heure pour mon entraînement. Ah mais tu sais, fait que c'est comme ça nous met plein de contraintes où est-ce que finalement, au lieu de bouger de façon organique dans notre quotidien, en se déplaçant à pied, justement, en jouant dans notre jardin, en jouant avec nos enfants, tout ça, ben ça, c'est plus bon. Ça compte plus. Puis de toute façon, c'est ça l'affaire, c'est que c'est plus vu comme quelque chose qui est valorisant en tant qu'être... Tu sais, c'est pas... T'es pas valorisé en disant, ben oui, je me déplace à vélo. C'est comme, ah, mais évidemment, il faut que tu te déplaces pour aller au travail. Mais si tu dis, je fais du vélo parce que je suis inscrit à un demi-Ironman, là, les gens sont comme, oh, wow, bravo, tu sais. Mais si ça se trouve, tu fais le même nombre de kilomètres que la personne qui s'entraîne sur son vélo stationnaire. Peut-être que tu fais le même nombre de kilomètres pour te rendre au travail, mais vu que t'es pas habillé en lycra puis que t'es pas en mode performance, on dirait que ça compte moins puis c'est moins valorisé, tu sais. Mais pourquoi? T'sais, fait que ça, je me suis demandé beaucoup ça. Puis je voulais juste ramener cette idée-là aux gens que c'est un peu ironique ce qu'on a fait du mouvement. Là. C'est vraiment, on l'a extrait de nos vies quotidiennes le plus possible, puis ensuite, on essaie de le ramener dans un nouveau bloc. Et là, ce nouveau bloc d'obligation-là est régi par d'autres contraintes, c'est-à-dire la performance
et même l'efficacité. Oui. Tu sais, faut que ce soit fait de façon très rapide, très efficace, faut que ça amène le plus de résultats possible, mais en le moins de temps possible. Puis ça, c'est fou parce que quand tu y penses, la sédentarité, c'est un des plus grands mots de notre époque et on est constamment en train de se faire pousser des méthodes pour bouger le moins possible, tu sais. Oui. Des entraînements de 7 minutes, un petit entraînement de 30 minutes, puis c'est comme l'industrie renforce ça. On sait que vous n'avez pas le temps, vous avez des vies occupées. Voici comment maigrir le plus vite possible, avec le moins d'efforts possible, avec cette méthode extraordinaire. Puis c'est comme, attends, mais quoi? on fait ça aussi avec le sommeil. Tu sais, est-ce que je peux réduire, mettons, là, 8 heures, ça commence à être long. Est-ce qu'on pourrait faire ça en 5 heures? Puis comment est-ce qu'on peut biohacker ces affaires-là, dormir 12 minutes au milieu de la journée? Tu sais, whatever. Avec la nourriture aussi, comment est-ce que je peux, comme, justement, tout l'univers des suppléments, puis de faire, ben c'est ça, je veux maximiser. Puis, tu sais, on est rendu possible. qu'on trouve ça normal. C'est comme, tu sais, voici un smoothie comme ça. Si vous n'avez pas le temps de manger, vous pouvez manger sur la route. Puis c'est comme, attends, quand est-ce qu'on a accepté que c'était correct de plus avoir le temps de manger? Quand est-ce qu'on s'est dit, ben oui, ça a du sens, on va pas avoir le temps de manger? Comme, allô, on parle de s'alimenter, là. Ouais. Toi, t'es comme, ben oui. Puis tu sais, je veux dire, j'ai dit ça, je suis la première à surcharger mon horaire puis à embarquer là-dedans. Puis des fois, à être comme, oh mon Dieu, j'ai pas pris le temps de manger. Puis d'être comme, mais voyons donc, tu sais. Mais c'est tellement fort, cette pression-là, d'aller vite, de tout optimiser, incluant le sport, puis incluant le sport, le mouvement qui est en fait là pour... On nous dit que c'est là pour prendre soin de nous, puis c'est là pour notre bien-être, mais en fait, on le fait pas de façon à vraiment soutenir notre bien-être, on le fait de façon à s'en débarrasser, être bon, cocher ça, tu sais, puis le faire de façon efficace. Donc, finalement, ce que ça fait, c'est que ça contribue à notre épuisement, ça contribue à notre fatigue, ça contribue à notre mal-être, tu sais, malheureusement. Puis c'est ça, moi, que je trouve terrible. Je suis genre, mais mon Dieu... Tu sais, la manière qu'on nous présente le sport, puis l'entraînement, puis le mouvement, c'est comme si ça allait être super bon pour notre santé mentale puis notre santé physique, mais de la manière qu'on nous le pousse, ça fait le contraire. C'est comme un peu anxiogène. Là. Tu fais, vraiment? Oh là là, OK. Puis moi aussi, je me suis questionnée sur c'est quoi les moteurs, tu sais, comme qu'est-ce qui fait que quelqu'un se met à bouger, à s'entraîner, puis là, tu l'as nommé, la perte de poids, à être en forme, mais c'est ça, mais ces moteurs-là sont comme liés à la peur, tu sais, c'est ça qui est sous-jacent, c'est j'ai peur d'être gros puis d'être pas belle, tu sais, de pas aimer mon corps, j'ai peur de mourir puis d'être pas en forme puis d'avoir une maladie. C'est comme, le moteur, c'est pas la meilleure... le moteur de la peur, c'est comme pas la meilleure motivation. Là. C'est comme, c'est dur après ça d'avoir envie d'aller bouger quand c'est juste parce que tu as peur d'avoir une conséquence négative. C'est ça, exactement. Puis, c'est ça, je me suis beaucoup intéressée à qu'est-ce qui fait que bouger, justement, est aussi apparenté à l'obligation, puis à la motivation extrinsèque, puis à la peur, parce que si on est honnête avec nous-mêmes, puis on se demande vraiment... pourquoi on s'entraîne ou pourquoi on bouge. Puis moi, la première, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont ressortir les réponses de pour pas prendre de poids, pour soigner mon image corporelle, pour ne pas développer de maladie, pour être bien perçu, tu sais, ou sinon, c'est pour être plus performant, tu sais. Fait que je pense que puis là, c'est ça la question que je me pose beaucoup, puis je me demande est-ce qu'on peut revenir à la base, mais c'est pourquoi c'est ça les raisons les plus grosses. C'est pourquoi c'est ça les raisons sous-jacentes qui génèrent notre mouvement. Est-ce qu'on est capable de défaire? Puis là, c'est ça l'affaire, c'est que c'est des grosses déconstructions. C'est plein d'acquis qu'il faut comme tranquillement détricoter, qu'il faut tranquillement, premièrement, juste prendre conscience qu'il existe. Puis après ça, tranquillement, recréer des nouvelles associations, puis retrouver le plaisir de bouger parce que le corps, quand le corps se met en mouvement, tout à l'intérieur de nous se met en branle pour nous récompenser, pour nous faire sentir bien. Mais ça, c'est peu importe si c'est mesuré ou pas, peu importe si c'est en vêtements de sport ou pas, tu sais. Fait que, OK, puis après ça, bouger parce que ça nous permet de décrocher de notre quotidien, de pas rusher, justement, de prendre le temps. Bouger parce que ça nous permet de connecter, des fois avec des gens avec qui on n'aurait jamais connecté, ou avec nous-mêmes même, tu sais. Fait que de reconnecter avec tout ça, premièrement, ça demande de défaire toutes les associations qui ont été faites au fil du temps, puis ça commence très tôt, tu sais, ça commence au primaire, dans les cours d'éducation physique. Déjà, on note les cours. Oui. On note,
la capacité des gens à bouger bien ou pas selon certains standards très précis. Et ça, c'est une catastrophe à mon avis parce que c'est comme si je vous disais, ben oui, au primaire, évidemment, on note le sommeil et l'alimentation des jeunes. Oui. Tu sais, mais non, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il allait avoir une catégorie de « Ah, ben moi, je suis bon à manger, puis moi, je suis moins bonne dans le mangeage. » C'est ça, exactement. Puis tu sais, moi, je me demande comment on peut changer notre approche du mouvement, puis notre vocabulaire entourant le mouvement, puis nos actions entourant le mouvement pour présenter le mouvement aux jeunes, puis leur apprendre ce qu'il faut pour qu'ils deviennent des adultes qui se demandent à tous les jours comment on va bouger aujourd'hui, au même titre qu'on se demande à tous les jours qu'est-ce qu'on va manger à soir. Mm-hmm. Tu sais, fait que, bref, là, je reviens, mais la pression de performance avec bouger pour être bon ou bouger pour maigrir, ça commence très tôt, ça commence au primaire, où est-ce qu'on nous dit, tu sais, pour gérer le poids. Puis là, on nous pèse devant toute la classe. Après ça, on nous note dans notre capacité à frapper sur un gros ballon rose flash. Puis là, c'est comme, t'as 2 catégories qui se forment très, très tôt. T'as la catégorie de ceux et celles qui sont bons en sport et qui probablement auront un peu plus de facilité à naviguer dans ce monde-là en vieillissant parce qu'ils comprennent qu'ils y ont droit puisqu'ils sont bons. Et t'as la catégorie des gens qui sont pas bons en sport. Puis ça, c'est super triste parce que ces personnes-là, ils ont tout autant le droit de bouger, même s'ils ne sont pas nécessairement bons au primaire, au volleyball. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. Ils ont besoin de bouger pour leur bien-être. Ils ont le droit de bouger. Puis ils ont le droit de le faire même s'ils ne sont pas bons selon les critères du ministère de l'Éducation. Tu sais, c'est comme... Fait que ça commence très tôt, que c'est comme... Les enfants se disent... Puis même, ils l'entendent de leurs parents, tu sais, ils se font dire « Ah oui, ben tu sais, toi, t'es plus notre artiste, hein? » Tu sais, fait ah, ben c'est ça. Toi, t'es pas une sportive. Fait que va falloir que tu fasses plus de l'art plus tard. Mais c'est comme, oui, tu peux faire de l'art, mais tu as aussi le droit de bouger. Tu as le droit de marcher. Tu as le droit d'aimer la randonnée. Tu as le droit d'aimer... Même, tu as le droit d'aimer les sports dans lesquels on t'a dit que t'étais pas nécessairement bonne selon des notes du ministère. Fait que, tu sais, là, je m'en vais dans plein de directions, mais c'est juste de la manière dont on parle du mouvement puis de la manière dont on nous le présente. C'est vraiment comme... On nous le présente pas comme un outil de poche à garder tout le temps avec soi pour se faire du bien, pour s'élever, pour élever notre humeur, pour prendre une distance sur nos problèmes. On ne nous le présente pas comme ça, on nous le présente comme une obligation qu'il faut faire d'une certaine façon, à laquelle il faut performer pour être perçu comme une bonne personne et ne pas prendre de poids et ne pas développer de maladie. Fait que mettons là, que tu... on réécrit l'histoire. Là. On fait table rase sur cette table de balado, OK? Tu nous fais un pitch de vente pour le mouvement, pour bouger. Comme, c'est quoi les raisons pour lesquelles bouger, c'est bon pour nous? Qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que ça... Tu sais, on réécrit le narratif, là, comme c'est qu'est-ce que ça fait bouger? Oui. OK, bien, la première chose, moi, je pense, là, c'est que ça... Puis ça, c'est pas moi qui ai dit cette phrase-là, c'est mon amie Lisa Marie d'Humain avant tout, mais je la répète tout le temps parce que c'est tellement bon. Le mouvement amène du mouvement. Puis ça, je trouve que c'est la plus belle chose. Fait que l'humain, je l'ai dit, on est conçu pour bouger. Alors, quand on se met en mouvement, le cerveau est comme « Yes! Je fais ce pourquoi je suis conçu. Je m'engage avec la vie. Je me sens mieux. » Déjà, il y a quelque chose qui se passe où est-ce qu'on se sent juste engagé. Puis ça, je pense que c'est de plus en plus important, tu sais, avec... Puis, je veux pas critiquer là, les réseaux sociaux et tout ça. Il y a plein de beaux avec ça, mais malheureusement, je pense que les prochaines générations sont très pris là-dedans, puis ils sont pas très engagés avec la vraie vie. Ouais. Tu sais? Alors, puis le mouvement, je trouve que c'est ça que ça fait. Fait que tu te mets en mouvement, tu pars marcher, bam, tu t'engages avec la vie. Tu lèves les yeux. Tu regardes autour. Ton cerveau est comme « Yes, je suis en mouvement ». Puis là, bien, à l'intérieur, évidemment, il y a plein de bienfaits physiologiques qui se produisent. Fait qu'on t'en a parlé tantôt. Oui, les hormones qui font sentir bien, la contraction des muscles qui sécrètent des myokines qu'on appelle, j'en parle dans mon livre, mais ils ont découvert, dans le fond, ça fait pas longtemps, ils appellent ça la molécule de l'espoir, OK? Les scientifiques ont découvert ça, puis ils ont découvert qu'à la simple contraction de nos muscles, fait que, tu sais, pas dans un gym avec un poids et haltère, là, genre contraction de tes muscles, tu peux prendre ton enfant puis le lever dans les airs, te contracter tes muscles. On sécrète une molécule qui a plein de bienfaits lorsqu'elle est en circulation dans le sang, fait que c'est bon pour la santé du cœur, diminution du taux de sucre dans le sang, etc. Mais quand ça voyage vers le cerveau, ça agit exactement comme un antidépresseur. Puis là, je veux vraiment astérix importante. Je veux pas dire que l'exercice peut complètement remplacer la médication, mais tu sais, souvent, ça va être utilisé
en complément avec d'autres outils, la psychothérapie, la médication. Puis pour certaines personnes, des fois, ça va pouvoir graduellement venir remplacer la médication. Mais il y a quelque chose, on est capable, par le mouvement, de produire notre propre médication, tu sais, de se sentir mieux. Fait que le mouvement amène le mouvement, fait que ça, c'est la première chose. Après ça, quand tu es en mouvement, je trouve qu'il y a quelque chose qui se produit. Puis là, je parle de tout ce qui est le contexte qui entoure le mouvement, parce que je pense qu'on connaît bien les bénéfices de santé du mouvement, mais le contexte, fait que la perspective que ça donne. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir un problème ou d'être comme « Oh mon Dieu, comment on va régler ça? » ou « Ça n'a pas de bon sens, je vois pas comment on va s'en sortir. » Puis d'aller genre marcher ou en vélo, ou de te mettre à jardiner, peu importe, puis d'être comme « Ah! » Comme on dirait que les idées se placent en ordre dans ta tête. Ouais. Puis on dirait que ça te sort de... En fait, c'est pas... On dirait, il y a des études qui appuient ça. Ça te donne un sentiment... En anglais, ils appellent ça de « ah ». Mais ça te sort de toi-même, puis ça te remet dans le monde, puis ça te fait... Ça te donne une perspective qui fait vraiment du bien, où est-ce que... Ah, OK, c'est comme si tu vois ta journée dans ta semaine, puis ta semaine dans ton mois, puis ton mois dans ton année. Puis là, t'es comme, OK, mais... C'est pas si pire, dans le fond, là, ça va être correct. Là, c'est comme si on sortait de l'hyper-focus à une affaire, à un problème, à une question, à une tâche. Puis là, qu'on avait justement cette espèce de recul-là qui nous permet de mettre les choses en mouvement dans notre vie, d'avoir des insights, là, des nouvelles idées qui émergent. Puis on oublie ça parce que moi, mettons, je regarde juste dans mes journées typiques à la maison, je travaille à distance. Là, je travaille beaucoup de chez nous. Puis tu sais, des fois, justement, je suis bloquée sur quelque chose, j'ai plus d'énergie, puis là, je me dis, mais il faut que je la termine, cette tâche, puis il faut que je trouve cette idée de génie qui va être comme qui est celle que je cherche, tu sais, puis je continue à hyper focaliser, puis à être là, alors que toutes les fois où j'ai juste fait de la merde, plus capable, je m'en vais dehors, je cours avec mon chien, je joue, whatever, là, tu sais, je m'en vais régler, pelleter mon entrée, je reviens après, puis il y a quelque chose, justement, qui s'est passé, il y a quelque chose qui a bougé dans mon état, tu sais, ça m'a aéré la tête, tout ça, mais il y a quelque chose de plus grand, tu sais, que là, tu mets les mots là-dessus, puis je suis comme, mais c'est vrai, c'est ça qui arrive. Oui, puis tu sais, ça, il y a des études aussi qui démontrent que, bon, le mouvement, c'est une des meilleures choses pour la créativité. Tu sais, ils font des études, par exemple, avec 2 groupes. Ça, c'est une de Stanford. Puis ils essaient de résoudre des problèmes parce que la créativité et la résolution de problèmes, c'est un peu la même chose. Là. Fait qu'il y en a qui sont comme, moi, j'ai pas besoin d'être créatif dans mon travail. Ben, c'est sûr que tu as besoin de résoudre des problèmes. Mais dans la vie humaine, il faut être créatif. Exactement, c'est ça. On est constamment en train de créer les prochains moments. Là. On parle pas d'art plastique. Là. C'est ça, exactement. Fait créativité, résolution de problèmes. Fait qu'il y a 2 groupes qui doivent résoudre des problèmes. Puis là, ils ont une pause de 1 heure. Puis le groupe A se font dire, vous êtes en pause ici, vous fixez le mur, là, gérez-vous. Puis groupe B, vous allez marcher. Puis là, je mets tout le temps l'accent là-dessus. Je suis comme, ils vont marcher 6 à 15 minutes. J'ai pas dit ils vont courir un demi-marathon. Là. Ils vont marcher 6 à 15 minutes. C'est qu'est-ce qui est plus accessible que ça? Puis finalement, à leur retour, ils continuent à essayer de résoudre les problèmes. Puis le groupe de marcheurs sont 40... La conclusion de l'étude, c'est que le groupe de marcheurs sont 40% plus créatifs et aptes à résoudre les problèmes que le groupe qui ont été en pause à fixer le mur. Fait que, tu sais, puis une des raisons pour ça, c'est que quand tu es en mouvement, donc la partie responsable du mouvement dans le cerveau est comme active, alors ça met comme les autres parties du cerveau en mode veille. Et c'est là que la connexion se crée entre les vieilles idées, puis c'est là que tu vois quelque chose que tu voyais pas quand tu étais dans l'action. Fait que c'est ça. Fait que, bref, fait que la perspective. Puis, c'est drôle parce que je pense que ton dernier podcast portait là-dessus sur la collectivité, puis comment c'est important si on veut engager des changements, on peut pas faire ça tout seul, tu sais. Puis, moi, je trouve que ce qui est le plus triste de l'industrie du fitness, c'est que ça pousse l'individualité au maximum. Ça nous invite à s'enfermer dans une cave, à faire notre entraînement le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, à se couper un peu du monde pour devenir nous-mêmes très performants. Tu sais, ça nous invite à s'enfermer dans une petite boîte pour, genre, faire notre exercice pour devenir plus beau, puis plus performant, puis ressortir une meilleure personne, tu sais. Puis moi, je trouve que le mouvement, c'est la chose qui nous tourne le plus vers la communauté quand c'est fait d'une belle façon. Tu sais, je trouve que ça t'ouvre sur le monde, ça te met dans un état où tu es plus généreux, où tu as envie de parler à l'autre, ou puis même, c'est une excellente excuse pour créer des ponts, tu sais. Je veux dire, tu marches à côté de quelqu'un, tu es justement dans une posture de côte à côte. C'est plus facile de
communiquer, c'est moins intimidant, mais en même temps, puis t'es peut-être dans un entraînement ou dans un groupe, peu importe, c'est sûr que c'est moins efficace d'aller s'entraîner avec un groupe. Faut que tu te rendes, il y a du social, blibloubli, tu sais, c'est moins contrôlé, tu sais, puis le bien-être nous dit, ben là, il faut optimiser, fait que, tu sais, si tu sors pas, si tu vas chez vous, tu sauves du temps, tu as plus de temps pour t'entraîner, fait que tu vas être plus performant, blablabla. Donc, tu vas bouger plus au final. C'est ça, exact. Ouais. Mais tu sais, finalement, d'aller vers un groupe, ça t'amène plein d'autres choses, tu sais. Puis moi, je veux qu'on voit le mouvement comme ça, comme un lien social, comme un moment pour décrocher, pour passer du bon temps, tu sais. Fait que... Puis comment est-ce que, justement, là, tu parles de sortir de notre affaire d'individualité? Parce que là, j'en ai parlé... Moi, toute seule, culpabilité, tu sais, moi, avec mon mouvement, je me questionne sur mes moteurs pour bouger. Mais au final, comment est-ce que autour de nous, on peut créer des nouvelles façons de bouger? Tu sais, comme, oui, il y a notre responsabilité individuelle de l'industrie du fitness et du sport, mais après ça, comme socialement, comme dans nos sociétés, comment est-ce qu'on peut aménager des espaces de mouvement différents? Puis, tu sais, dans le livre, tu parles de la récréation. Puis là, on dirait que j'ai commencé à essayer de le voir de même aussi, le mouvement dans ma vie. Je suis comme, OK, c'est ma récré, c'est le bout du plaisir. Tu sais? Puis, on dirait que juste ça me donne le goût de bouger. C'est comme un moment que je m'offre qui est le fun, puis qui est pas encadré, il est pas régi par justement, tu sais, mon 15 minutes avec accent mis sur les fessiers ou tu sais, whatever. C'est juste comme, je bouge, tu sais. Ben oui, c'est un exemple comme un autre de comment c'est un carcan. Puis justement, tu sais, moi, c'est ça, une de mes pistes, c'est de changer notre approche même du mouvement. Oui. Puis de le voir justement comme une période de récréation. Puis tu sais, mon inspiration part beaucoup de quand je me suis arrêtée devant une cour de récré, puis je te l'ai dit tantôt, je regardais les enfants, puis c'était tellement le fun, puis ils étaient tellement libres dans leur mouvement, puis il n'y en avait pas un qui se posait des questions, puis se demandait « j'ai-tu les bons souliers? » tu sais. Puis je suis comme... En tant qu'adulte, on n'en a plus de moments comme ça, libre de préoccupations, libre de pression. Tu sais, tout ce qu'on fait doit être mesuré, et utilitaire, tu sais, je veux dire, on travaille pour faire de l'argent, même si on aime notre travail, à un moment donné, c'est utilitaire. On s'inscrit, tu sais, souvent, on va s'inscrire à des cours parce que c'est comme, c'est bien que j'apprenne ça, tu sais, je vais prendre des cours de mandarin, parce que là, ça, c'est la prochaine affaire. Puis, tu sais, là, le mouvement devient une autre affaire dans notre vie dans laquelle il faut performer, tu sais. Puis moi, je suis comme, mais pourquoi ça serait pas la meilleure excuse du monde pour prendre une récréation en tant qu'adulte? Tu sais, pourquoi ça serait pas la période de jeu pour nous? Parce que dans les faits, quand on y pense, ça n'a pas besoin d'être utilitaire, le mouvement. Ça n'a pas besoin d'être mesuré. Si vous aimez ça, le mesurer, allez-y, tu sais. Mais c'est de prendre cette distance-là et d'être comme, hey, tu sais, dans le fond, pourquoi nous, on n'en a plus de récré? Non, mais c'est vrai. Tout est tellement optimisé. C'est comme, on part, tu sais, puis là, moi, depuis que j'ai un enfant, c'est encore plus. C'est genre, là, tu pars ta journée, puis là, c'est comme, OK, let's go, faut arriver à l'heure à la garderie, puis là, tu reviens, puis là, de 8 à 4, c'est comme, let's go, faut faire nos appels, puis non. Puis là, après ça, tu finis ta journée de travail, puis là, c'est comme, OK, let's go, faut que j'aille à mon cours de spinning où les données vont être mises sur le mur devant tout le groupe, puis il faut que je me compare encore à tout le monde. C'est comme, oh my God, il faut encore que je sois bonne, j'en peux plus, tu sais. Puis je sais qu'il y en a que, au lieu de les motiver, ça fait qu'ils vont pas à leur cours de spinning parce qu'ils sont comme I don't have it in me, là. J'en ai plus de jus, là. Ouais. Mais si c'était cette période-là où hey, enfin, c'est ma récré, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Je m'en vais courir, je vais appeler mon ami. Ou genre, je m'en vais à un cours de danse ou comme, tu sais, qu'est-ce que j'ai le goût de faire pour me lâcher lousse, puis plus penser à rien, puis pas me demander, je le fais-tu bien, mon squat, tu sais? Puis c'est ça, j'essaie d'amener de la nuance parce que oui, c'est important de bien faire ses mouvements, puis oui, c'est important d'être encadré par un entraîneur ou un kinésiologue si je me fixe un objectif précis, puis j'ai envie de progresser puis de courir un demi-marathon. Mais la trame de fond de notre mouvement dans notre vie devrait être super libre et lousse, comme du jeu, tu sais, ça devrait être « Hey, là, ça me tente de juste pas penser à rien. » Puis, tu sais, puis l'affaire, c'est que il va rien arriver de grave, mais on se fait tellement, tu sais, tu t'as parlé de la peur tantôt, on se fait tellement comme marteler sa tête, genre, hey, il faudrait pas que tu cours sans entraîneur parce que c'est sûr que tu vas te blesser, puis attention, c'est tout le temps ça, c'est comme, faites attention, mais c'est comme, non, notre corps est fait pour bouger, puis je veux dire,
oui, on pourrait se blesser, mais on pourrait se blesser même si on est encadré puis que tout notre entraînement, on pense à comme je fais-tu bien mon squat, tu sais. Mais on va juste extraire le plaisir de la chose. Alors que si on pense à rien puis on se laisse aller puis on est comme, j'ai fait 2 squats puis après, j'avais le goût de sauter, faire des jumping jacks. Fait que c'est ça que j'ai fait puis ça m'a fait du bien. Puis d'être plus dans l'intuition, dans l'écoute de soi, puis dans cette attitude-là de laisser aller, qu'on peut plus adopter nulle part dans notre vie en tant qu'adulte, on est d'accord, ou en tout cas, à peu d'endroits. Ouais. Versus les enfants, ils font juste ça, jouer. Mais à un moment donné... j'ai remarqué la différence, pour ma fille, je veux dire, ma fille de 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis là, on l'a inscrite à la gym, tu sais. Okay. Puis je sais pas, elle grimpe dans des structures, elle se met la tête à l'envers. Tu sais, dans le cours de récré, tu sais, elle monte des affaires, puis je fais, tu sais, mon cœur de mère est comme, la tête à l'envers. Je suis comme, elle pourrait se casser le cou, mais en tout cas, je dirais rien. Oh, super, ma grande. mais tu sais, là, elle a commencé la gym l'année dernière, puis j'ai comme une relation ambivalente avec cette nouvelle pratique-là, parce que là, mettons, elle voit les plus grandes, puis elle se dit, ben moi, j'ai le goût de faire une roue, maman. Puis là, essaye d'enseigner comment faire une roue à un enfant de 4 ans. Premièrement, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, puis j'étais comme, OK, étape 1. Puis là, tu sais, essaye progressivement. Je suis pas qualifiée, tu sais, mais c'est ça qu'elle apprend dans ses cours de gym. Et là, je l'ai observée complètement changer de posture par rapport au mouvement. Tu sais, autant elle était fière de me montrer, elle appelle ça le cochon pendu, là, sa figure dans la structure de jeu à l'école. Tu sais, c'était super. Elle montre comment elle fait les barreaux, puis tout ça. Il y a personne qui a montré comment faire, puis elle a juste exploré ça par elle-même. Puis là, dans le cours de gym, elle a le goût d'être capable de faire la chandelle, de faire la roue, de faire ces figures-là. Et elle s'est mise à être anxieuse par rapport à ça. Puis tu sais, là, on a le petit tapis de gym à la maison, puis j'y ai tracé des mains. J'ai essayé d'y montrer comme, fait que là, tu fais ça de même, puis à un moment donné, ça va marcher. Puis, tu sais, nombre de fois, elle s'est effondrée, là, puis elle est comme, mais je suis pas capable. Puis je suis sûre que ça enseigne toutes sortes de belles choses. Oui. La persévérance, la ténacité. Mais je l'ai observée un peu se transformer par rapport à ça, puis se comparer aux autres. Puis là, faire « Ah, ben oui, mais elle est allée faire le camp de jour de gym durant l'été. Fait que là, elle est rendue meilleure que moi. » Puis là, il y a toute une nouvelle histoire qu'elle se raconte par rapport à sa façon, sa capacité de bouger. Puis là, je suis comme « Oh non, ça s'est brisé déjà, puis elle a juste 5 ans. » Ouais, mais c'est ça, c'est triste. Ça commence tellement tôt, puis je pense que... Tu sais, j'ai plein de choses à rebondir, mais j'écoutais une vidéo sur Instagram l'autre fois, puis c'était comme un gars qui montrait 2 études, puis il était comme là, ils ont fait des études à savoir est-ce que c'est mieux pour un enfant d'apprendre à faire du vélo avec des petits trous ou avec un strider, là, tu sais, que tu pousses à ta place. Là, ils ont découvert que ceux qui ont le strider, ils réussissent à faire du vélo à 2 roues 40% plus tôt que les autres. Puis là, j'étais comme, mais on s'en fout-tu? Comme ils ont 4 ans et demi, ils peuvent quand même bien, ils font du vélo à 2 roues 1 an plus tard. Qu'est-ce que ça va faire? Puis ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment se défaire, nous, en tant qu'adultes, d'être comme, c'est pas grave. Tu sais, mais c'est tellement ancré de comme, il faut être bon, puis il faut être bon rapidement. Puis on est très vite dans, si, tu sais, on se compare aux autres, puis si on n'est plus bon, on tombe vite dans le c'est plus correct d'essayer puis de se planter. Puis c'est ça qui est triste parce que après ça, quand on arrive en tant qu'adulte, tout ce qui compose notre existence, on est bon dedans. Je veux dire, on sait ce qu'on fait. Là. On a pu apprendre à marcher. Alors que les enfants, en bas de 5 ans, tout ce qu'ils font, c'est nouveau, puis ils se plantent, puis ils réessayent, puis ça leur dérange pas. T'sais, moi, mon enfant, il y a 2 ans, là, et il essaye, puis il se plante, puis il trouve ça drôle, puis il recommence, puis il se pose pas la question, tu sais, comment ça, je suis pas encore rendu bon? J'ai vu mon amie Émilou à la garderie, elle l'a déjà, elle. Il est pas encore rendu là. Fait qu'il continue d'essayer, puis c'est le même qui apprend. Comme tu disais que Claire, elle avait appris à faire son cochon pendu et tout ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est capable, dans les structures qui montrent le sport aux enfants, les cours d'éducation physique, les cours de gym, c'est ça, en bas de 12 ans, est-ce qu'on peut rester dans cette beauté de l'expérimentation, cette beauté d'être débutant, d'être comme, tu sais, c'est le fun d'essayer, puis c'est le même qu'on apprend, puis c'est correct. Tout le monde est pas capable de faire une roue avant d'être capable de faire une roue. Rappelons-nous de ça, tu sais. Mais, puis en tant qu'adulte, on a grand intérêt aussi à se rappeler ça, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais je pense que, justement, ça commence tellement tôt qu'on se fait mettre des standards. Bon, ben pour passer au prochain groupe de gym, il faut que tu sois capable de faire ça, il faut que tu sois capable de faire ça, puis ça. Tu sais, je sais pas si c'est comme ça, mais souvent dans les sports, c'est ça. Fait que
Puis, tu sais, il y a plein d'études qui se sont faites dans les pays scandinaves, tu sais, par exemple, il n'y a aucun score qui est affiché dans aucun sport avant l'âge de 12 ans. Là. J'ai lu ça, puis j'étais comme, mais oui. Wow, tu sais, exact. Pourquoi est-ce qu'on commence à 12 ans à instaurer l'idée de compétition, l'idée de score, l'idée de hiérarchiser? Tu sais, nous, à 5 ans, ça commence, là, je veux dire. Ah, ben là, t'es dans tel groupe parce que t'as pas atteint tel critère, ou on fait des compétitions, puis t'as des scores, puis t'es jugé, puis t'es noté. Puis tout de suite, on enlève l'aspect jeu du sport, puis des activités que les enfants font, parce qu'il faut qu'ils soient bons, parce que c'est mesuré, et c'est mesuré comparé aux autres. Alors, puis, tu sais, ça fonctionne. Là, je veux dire, les athlètes en Norvège, ça va très bien. Là, ils gagnent des médailles aux Olympiques. Ils gagnent beaucoup de médailles, là, tu sais. Mais pourtant... Ils se sont pas spécialisés avant l'âge de 12, voire 15 ans. Ils n'ont pas vu leur sport. Ils sont pas capables de comparer leur prouesse à d'autres avant l'âge de 12 ans parce qu'il n'y a pas de score. C'est interdit, dans le fond, par la Charte des droits des enfants. Je pense la Charte, je me rappelle plus, mais le droit au jeu, là, en tout cas, des enfants. Puis c'est comme, wow, pourquoi on n'a pas ça ici? Puis en plus, on le sait que ça fonctionne, vu leur modèle à eux. Puis les gens sont beaucoup plus actifs parce que, justement, les gens connectent très tôt avec le plaisir de bouger pour le simple plaisir de bouger, sans devoir être bon. Puis en fait, ça revient à ça. Pourquoi on veut toujours être bon dans tout? Mais c'est parce que on nous dit qu'il faut. Ben, puis on nous dit que notre valeur est associée à quel point on est bon dans certaines choses, tu sais. Puis là, ça devient nos petits badges d'honneur avec lesquels on se promène dans la société. Genre, je suis très bon là-dedans. C'est ça, je suis bon en éduc. Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis je veux dire, je veux pas m'avancer dans les autres matières puis dans les autres expertises qu'on a dans notre société. Puis je pense que ça... C'est une façon générale. Ben oui, on peut laisser ça déborder aussi à l'école de façon générale, les aptitudes qu'on développe, tu sais, au lieu de les développer par le jeu, puis pour le simple plaisir, puis par la confiance en soi, ben on y va avec des notes, puis comme voici les critères que tu dois remplir pour être admissible au prochain niveau, pour être dans la réussite, tu sais. Il y a quand même ce concept-là de genre j'ai réussi ou tu réussis pas, t'es en échec ou t'es en réussite. Exact. En tout cas, tu sais, une note, c'est une motivation extrinsèque. Ouais. Puis tu sais, c'est prouvé quand tu ajoutes une motivation extrinsèque à quelque chose, peu importe c'est quoi, ça bouffe. Ça prend toute la place, tu sais, ça prend la place de la motivation intrinsèque qui est le plaisir d'apprendre. Puis tu sais, une des premières études qui a été faite, c'était... Là, je veux pas me tromper, je pense que c'était dans les années 70, mais ils ont fait ça avec des enfants qui aiment intrinsèquement dessiner. C'est comme des enfants qui, à tous les jours à la garderie, choisissent d'aller dessiner, puis dessinent pendant des heures, puis ils aiment juste vraiment ça, tu sais, parce que intrinsèquement, ils ont envie de dessiner, ils aiment découvrir ce qu'ils sont capables de dessiner, puis ça reste comme ça, tu sais. Puis là, ils prennent un groupe d'enfants, puis ils leur disent, ben maintenant, à chaque fois que vous allez terminer un dessin, on va vous donner une étoile. Une belle étoile. Tu regardes, il y en a des mauves, il y en a des roses, tu vas pouvoir choisir. Puis ce qui arrive, c'est que plus ils donnent d'étoiles, ben en fait, du moment qu'ils commencent à récompenser un dessin terminé, ben là, la motivation des enfants à juste aller dessiner spontanément diminue jusqu'à ce qu'ils veulent plus y aller, puis sont comme... Bon, ben, je vais le faire pour l'étoile, mais, tu sais, ils perdent leur envie naturelle de dessiner. Puis c'est ça qu'on fait aussi avec le sport. Ah ouais! Fait que c'est pas juste de venir ajouter en plus une motivation extrinsèque, c'est que ça vient tuer la motivation intrinsèque. C'est fascinant quand même. Exact, tu sais, puis malheureusement... Je vois beaucoup de domaines dans ma vie où ça peut vraiment s'appliquer, là, cette dynamique-là. Oui, mais tu sais, on peut penser à l'entrepreneuriat. Tu sais, je pense, un des conseils, moi, que je donne souvent, puis c'est pas moi ça vient pas de moi, mais c'est comme, ne mettez pas trop de pression sur votre travail de passion. Dans le sens où si ça devient la seule source de revenus puis que tu dois faire de l'argent avec ça, il y a plein de monde qui deviennent plus passionnés puis sont comme, oh mon Dieu, genre, j'aime plus ça, faire ça. Parce que là, ça devient utilitaire. C'est plus ta passion, c'est plus la chose que tu fais parce que tu as envie de le faire. Il faut que tu le fasses. Tu as besoin que ça te ramène des étoiles ou de l'argent. Fait que, puis moi, c'est ça que puis je comprends que dans notre vie d'adulte, plusieurs choses doivent être utilitaires. C'est comme ça, tu sais. Mais est-ce que le mouvement peut rester pur et rester cette opportunité-là pour nous de jouer? Ouais. Tu sais, sans devoir aller chercher des maudites étoiles. Les motadines d'étoiles. Mais mettons, là, tu dis ça, puis je suis comme, ben oui, bien sûr, tu sais. Puis j'essaie de trouver des exemples dans ma vie ou des façons
où je peux justement me mettre en mouvement, bouger, qui sont pas dans la performance, qui sont pour connecter au plaisir de juste bouger librement. Mais mettons, as-tu des idées, là, on brainstorm, là, dans une vie quotidienne de personnes qui a des obligations, qui a un travail, bon, en tout cas, peu importe, des enfants, des soupers à préparer. Genre, comment est-ce qu'une journée peut se dérouler avec ces opportunités-là de mouvement comme... c'est ça. J'ai besoin de la première chose, mettons, pour garder l'aspect pur ou l'aspect jeu de notre mouvement, là, ça va être de délibérément enlever le résultat. Puis là, comment ça se dresse, c'est que, mettons, s'il y a des gens qui vont courir, par exemple, ou qui vont en vélo, délibérément y aller sans montre. Puis, je le dis tout le temps, là, mais c'est hyper inconfortable au début. T'es comme, mais là, je vais pas savoir combien de temps je vais courir. Mais là, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça fait, en fait, finalement? Est-ce que je vais courir pour avoir du temps ou je vais juste courir pour me faire du bien, puis passer du temps au soleil, puis m'arrêter dans un parc, puis ci, puis ça? Fait que délibérément enlever la mesure. Puis ça peut aussi se transposer dans se demander qu'est-ce que je ferais si c'était pas des calories, par exemple. Tu sais, moi, j'invite beaucoup dans mon livre, la dernière section, à dissocier le mouvement de l'alimentation, dissocier le mouvement de l'esthétisme. Parce que ça fait qu'on choisit pas des façons de bouger qui nous plaisent réellement. On choisit des façons de bouger qu'on s'est fait dire que c'était efficace ou que c'était la meilleure façon de bouger pour perdre du poids. C'est pas nécessairement ça que t'aimes faire. C'est ça. Tu te mets en joie. C'est comme, ben là, c'est efficace, ça va me faire perdre du poids, ça va m'aider dans mon cardio, ça va, tu sais. Exact. Puis si tu te dis qu'est-ce que je ferais si c'était pas des calories, ben peut-être ça va être comme j'ai goût de faire un cours de salsa. Ou genre, j'ai goût d'aller me baigner. Pas nager, j'ai goût d'aller me baigner. Tu sais, mais des trucs, c'est comme, OK. Puis, et ça, c'est la première chose. Puis la deuxième étape, c'est de comprendre que tout mouvement se vaut. C'est-à-dire que si, dans ta journée, ce que tu peux faire, c'est aller porter ta fille. Plus, ça, c'est sûr que ça dépend. Puis tu en as parlé tantôt. C'est sûr que l'aménagement urbain, la manière dont les villes sont conçues, les villages aussi, c'est sûr que ça va aider ou nuire au mouvement organique dans une vie. Mais si c'est possible, tu sais, mettons, moi, j'ai acheté une maison où est-ce que je pouvais marcher jusqu'à l'épicerie, marcher jusqu'à la garderie. Puis à cause de ça, il y a plein de jours, moi, je m'entraîne pas. Mais je suis active quand même. Puis là, j'en profite, je vais porter mon enfant à la garderie. Donc, je pars plus tôt. Puis là, on s'en va n'importe où, puis on stalle tout le temps, là, parce qu'on mange des roches, puis ça. Mais je suis dehors. Puis... La marche de 10 minutes en devient une de 25. Exact, tu sais, mais j'en profite. Puis des fois, je suis comme, je vais faire 20 squats, tu sais, pendant qu'il mange une roche. Bon, fait 20 squats. Puis, tu sais, c'est super... C'est pas structuré, mais ça compte quand même, puis ça fait du bien quand même. Fait que de défaire cette obligation-là de structure, des fois, puis aussi défaire cette préconception de ce qui compte comme mouvement. Fait que se déplacer en mouvement, travailler sur son terrain, jouer avec ses enfants, tu sais, aller au parc avec ses enfants, là, se lancer la balle, tu cours, là, t'en fais des allers-retours. Puis je cite une étude aussi dans mon livre où est-ce qu'ils réalisent que quand ils notent les gens de façon subjective, et qu'au lieu de leur demander par des questionnaires, tu sais, c'était quoi votre mouvement cette semaine, ils leur mettent des bracelets pour mesurer quand est-ce qu'ils ont eu des efforts élevés en fonction de leur rythme cardiaque. Puis c'est beaucoup plus élevé que ce qu'ils auraient noté eux-mêmes sur le questionnaire parce que ils n'auraient pas noté ces allers-retours-là qu'ils ont fait dans le parc à jouer au frisbee avec leurs enfants. Vu que c'était pas un entraînement, ils l'auraient jamais écrit sur le questionnaire, mais ça a compté comme de l'activité physique selon le rythme cardiaque qu'ils sont allés chercher. Ils ont couru après leur autobus, ils ont transporté des sacs de terre. Hey, c'est physique faire ça, là, tu sais. Ils sont allés jouer au hockey. Tout ça, ça compte, c'est du mouvement, puis ça fait du bien, mais souvent, les gens sont comme, mais ça compte pas, c'est pas un entraînement. Fait que c'est de commencer à voir le mouvement un peu plus partout. Puis moi, tu sais, c'est drôle, mais même moi, en écrivant le livre, je me suis vraiment brainwashée, puis maintenant, je vois vraiment plus d'opportunités de bouger, puis d'être satisfaite aussi. C'est beaucoup ça aussi, tu sais, c'est de dire, hey, j'ai marché toute la journée, là, c'est pas grave si j'ai pas eu le temps de me rendre au gym, faire un entraînement digne de ce nom. Que j'ai pas enfilé mon petit legging, que j'ai pas, tu sais, j'ai pas fait ça, mais c'est vrai, puis à ce moment-là, je trouve que ça donne le goût de
de juste se mettre à faire des efforts. Tu sais, Oui. à pas... je le valorise maintenant un peu plus, maintenant que j'en prends conscience de ça, de justement décharger les objets qui sont dans la voiture, tu sais. On dirait que je les vois, ces opportunités-là, puis je suis comme, ils sont le fun, tu sais. J'ai le goût là, de me pencher puis d'aller dans l'armoire. Je suis comme, juste ça, c'est un mouvement. Tu sais, juste, je me rappelle quand j'avais ma fille dans les bras, tu sais, maintenant que t'en parles, on dirait que je me rappelle des affaires, tu sais. Quand on vient d'accoucher, là, les opportunités d'aller faire un sport encadré, ils prennent un peu le bord, là, mis à part le cardio-poussette, tu sais, c'est plus difficile de s'entraîner. Puis en même temps, ben c'est ça, il y a toute la pression par rapport à retrouver son corps. Puis ça, c'est un autre sujet en soi. Mais je me rendais compte, tu sais, j'avais ma fille dans les bras, puis elle avait de la misère à s'endormir. Puis justement, j'étais comme, ben tant qu'à faire le petit mouvement là, pour l'endormir, mais si ça se transformait avec plus d'amplitude en squat, là, j'étais comme, ben merci, mon enfant. Au lieu de m'empêcher d'aller m'entraîner, ben tu m'offres une opportunité de bouger. Mais il suffit que moi, je me mette dans cet état d'esprit-là, puis que je les vois, ces petites façons-là, puis que ce soit pas juste justement utilitaire ou pour avoir un résultat ou par la peur de prendre du poids puis tout ça, puis de pas atteindre mes objectifs de brûlage de calories. Mais, tu sais, je t'entends parler de tout ça, puis je me dis, mais c'est aussi une forme de privilège ou de littératie physique parce que, tu sais, tu dis squat. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont comme, qu'est-ce que c'est ça, un squat? J'ai jamais 100%. Appris, tu sais. Oui, 100%. Puis c'est ça, tu sais, c'est un privilège. Puis, fait que je pense que, tu sais, dans nos sociétés, puis c'est ça, je dis tout le temps, tu sais, démocratiser le mouvement, c'est une responsabilité collective. Fait que oui, dans nos cours d'éducation physique, peut-être qu'on veut montrer on veut montrer différentes façons de bouger à tout le monde, mais on veut pas que ce soit noté, on veut pas que ce soit mesuré, mais on veut quand même donner l'opportunité de bouger en squat, de kicker un ballon, de sauter, parce que quand tu as une littératie physique, on appelle, ben, tu as une confiance en toi, en tes compétences à bouger. Puis ça, mais ça te donne une clé toute ta vie pour avoir la confiance d'essayer différentes activités, d'avoir différentes options selon ce qui est possible en ce moment avec ta vie. Fait que c'est un super point que tu apportes parce que souvent, ben, on va être limité à je ne sais pas comment bouger, je n'ai pas confiance en mes capacités. J'ai pas d'option. Là. Je peux pas me dire je vais juste aller nager ou je vais aller monter une montagne ou je vais m'inscrire à un cours de soccer. Tout ça, je sais rien faire de ça. Ouais, tout ça, c'est nouveau. Je me sens pas compétente pour y aller. Donc, il faut... Fait que là, c'est ça. C'est d'une part, essayer d'apprendre ça à nos... Puis c'est le rôle de la société parce qu'il y a plein de familles qui n'ont pas ce privilège-là, que ce soit financier ou d'espace. Ils n'ont pas le temps parce que... Pour plein de raisons, ils n'ont pas l'éducation pour le faire. On ne peut pas donner ce qu'on n'a jamais reçu. Alors, les écoles, le gouvernement, c'est à nous d'instaurer des initiatives qui vont donner cette belle opportunité-là aux enfants d'apprendre à bouger avec confiance et compétence pour leur donner toute leur vie l'option de bouger différemment selon leur contexte de vie, tu sais, puis t'as parlé de la maternité. Moi, j'ai tellement changé ma façon de bouger depuis que je suis mère, justement, parce qu'en plus, on n'a pas eu de garderie jusqu'à 18 mois, fait que, tu sais, ça se transformait beaucoup en genre de pseudo-entraînement dans le salon avec mon enfant, puis tu sais, tu parlais d'effort tantôt, c'est vraiment bon parce que souvent, c'est pas facile de bouger, tu sais, faut quand même différencier. Bouger comme on veut, bouger de façon récréative ou avec un esprit de jeu, c'est pas plus facile. Il faut quand même faire l'effort, mais quand on le voit avec un nouvel œil, comme tu as dit tantôt, de se dire « Ah, ben tu sais, j'aimerais mieux rester en dedans et écouter passe-partout avec mon enfant. C'est sûr que ça serait plus confortable, mais je vais l'habiller. Déjà, juste de l'habiller. T'es en mouvement. C'est un sport. T'es en mouvement. Puis tu sais, justement, t'es en... Moi, depuis que j'ai un enfant, mon ostéo est comme, t'es tellement mobile. Parce que je suis toujours au sol. Je suis toujours assis avec lui au sol à faire plein de mouvements, tu sais, vraiment plus mobile, de mobilité. Puis c'était jamais ça mon objectif, mais c'est ça qui est arrivé quand même, tu sais. Fait que de l'habiller, d'aller dehors, puis là, on va glisser, ben il faut que tu remontes la montagne. Puis tu sais, t'en as fait du mouvement, puis ça t'a demandé de l'effort, mais c'était le fun. Puis c'était positif, puis c'était pas nécessairement un entraînement. Là, j'ai bifurqué parce que je voulais juste rebondir là-dessus, mais c'est ça. Fait que c'est clair que la littératie, ben, c'est quelque chose que collectivement, il faut s'assurer de donner à nos enfants pour, après ça, leur donner ce privilège-là de pouvoir ajuster
leur façon de bouger en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Parce que c'est ça, pour avoir envie de faire quelque chose, il faut déjà que tu l'ailles essayer. Ouais. Puis tu sens que tu as le droit aussi. Fait que c'est tout ça, c'est d'envoyer le message que tout le monde a le droit de bouger, que le mouvement, c'est pour tout le monde, puis que tout le monde est capable, puis que tu n'as pas besoin d'être bon ou bonne pour le faire, tu sais. Tout ça, ça fait juste résumer ton livre, résumer ce plaidoyer que tu fais qui est vraiment, vraiment magnifique. Puis ça fait juste me rappeler, on dirait que de te parler puis de t'entendre en plaidoyer pour le mouvement, je me rends compte juste de toutes les petites roches qu'il y a eu dans mon chemin d'adulte qui m'amènent à Vanessa près de la quarantaine, qui a perdu cette habitude-là, qui a perdu cette envie-là. Puis je repense, entre autres, tu parlais de littératie physique, puis mais justement, de ne pas traiter le mouvement pour les enfants comme « Hey, est-ce que cet enfant a du potentiel dans telle discipline? Ah, c'est peut-être un joueur de soccer qui va nous rapporter de l'argent, qui va pouvoir performer. » Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu, je suis rentrée dans la discipline du ballet classique, puis à partir du moment où je me suis spécialisée dans cette discipline-là, le reste a pris le bord. Pratiquer à attraper un ballon, à frapper des affaires, à courir, à faire du ski, j'en ai pas fait. J'en ai pas fait quand j'étais au primaire parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Ma mère conduisait pas de voiture. Fait que déjà ça, il y avait la notion de privilège. J'étais comme, j'aurais aimé ça faire du ski, mais j'avais pas accès à aller sur la montagne. C'est ça. Oui. Fait que déjà là, on dirait qu'il y a une partie de ce privilège-là auquel j'ai pas eu droit, mais j'en ai eu en étant dans un physique qui me permettait de performer en ballet. Fait que je me suis spécialisée là-dedans. Mais après ça, tu sais, quand je suis sortie du ballet classique, cette spécialisation-là qui m'a donné plein de belles choses parce que justement, j'ai cette littératie-là physique, j'ai une conscience de mon corps, tu sais, je suis capable de bouger, puis je suis comme, merci, le ballet classique, mais je sors de là, puis amène-moi dans un party quand le monde est comme, hey, on joue-tu au volleyball? Et puis, mais là, moi, je deviens l'incompétent. Oui, c'est ça, je recule, puis je suis comme, je vais vous regarder, je vais vous apporter des petits drinks, moi, je vais faire d'autres choses parce que je sens que j'ai pris du retard, parce que je sens que c'est plus accessible pour moi, puis j'ai perdu justement ces compétences-là. Puis c'est difficile comme adulte de le faire pour le plaisir puis de pas performer. Fait que c'est aussi ça, c'est de se questionner comme, c'est quoi, tu sais, collectivement, puis comme, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies respectives. Tu sais, je vous invite peut-être, si vous nous écoutez, à peut-être comme regarder justement, c'est quoi votre historique par rapport au sport, par rapport au mouvement, puis de regarder les petits moments, oui, dans votre vie, vous personnellement, mais aussi comme collectivement, qu'est-ce qui s'est passé pour nous mettre des petits bâtons dans les roues, là, puis essayer comme tu fais, là, de slip and slide, puis trouver une façon de reconnecter avec le plaisir pour qu'on se remette à bouger, puis à juste connecter avec notre corps. J'adore ça quand tu dis s'engager avec la vie, parce que c'est ça, se mettre en mouvement, c'est être engagé dans le vivant. Exact. Puis, tu sais, c'est un privilège de pouvoir le faire aussi. Ouais. On n'a pas parlé nécessairement de capacitisme, mais je veux dire, si tu es en santé puis que tu es en bonne... t'as pas d'handicap, ben c'est un privilège que t'as de pouvoir bouger sans te poser de questions, librement, quand tu veux, comme tu veux. Ça, là, genre, c'est le plus gros des privilèges, puis demande à n'importe qui s'est brisé la colonne puis qui est paralysé ou qui a n'importe quel autre problème, tu sais, tout ce qu'ils voudraient, eux autres, c'est bouger sans se poser de questions. Et puis s'en foutraient de s'ils sont bons ou pas, de leur performance, du cadre, de quel mouvement ils font. Ils voudraient juste se mettre à courir dans un champ. T'sais, donc, de prendre conscience que bouger librement, là, c'est le plus grand des privilèges auxquels on a accès. Fait qu'au lieu de le voir comme cette obligation-là, cette chose fatigante qu'il faut insérer quelque part dans notre horaire, c'est comme... C'est un privilège, c'est une opportunité de jouer. Fait que... Le jeu. Tout le temps aussi revenir à la notion de jeu puis de plaisir. Comme qu'est-ce que je fais pour juste jouer dans ma vie? Puis sortir de cette performance-là tout le temps. Puis peut-être que ça ne prendra pas la forme de sport. T'sais. Ça se peut que ça prenne d'autres formes, mais c'est vraiment une belle question à se poser. T'sais. Qu'est-ce que je fais juste parce que ça me tente? Tu as parlé de comment on se fait spécialiser super tôt. T'sais, moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, tu t'inscrivais en compétition en ski, puis là, tu te faisais dire par tes entraîneurs, à genre 8 ans, là, ben là, il va falloir que tu choisisses. Tu veux-tu faire du ski ou tu veux jouer au soccer l'hiver? Parce que là, tu peux pas faire les deux parce que jouer au soccer, ça va nuire à ta performance en ski. Nous, on peut pas se permettre ça. C'est comme, attends, j'ai 8 ans et demi, là, tu niaises. Puis ça, moi, je m'en rappelle, c'était très présent, puis je pense que c'est là encore. Alors, tu sais, c'est de sortir aussi de... Puis c'est difficile parce que la pression externe est vraiment forte. De performer dans tout, de bien faire, de montrer ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, nos accomplissements. Fait
qu'est-ce qu'on fait juste pour le fun? Parce que, tu sais, l'expérience humaine, c'est aussi ça. Ouais. Tu sais, passer des bons moments. Ouais, moi, c'était même avec la lecture récemment, je me suis rendu compte, je regardais ma table de chevet, mes livres, puis là, j'étais comme, c'est juste des livres d'optimisation pour devenir un meilleur humain. Puis là, je voyais mon chum à côté qui lisait un roman fantastique ou je sais pas trop quoi, puis là, je suis comme, mais lui, il a du plaisir, il se fait raconter une histoire, il rentre dans un univers. Moi, j'essaie encore de ce petit moment-là, là, avant de me coucher, de comme l'optimiser pour être une meilleure personne. C'est ça, de reconnecter à comme, qu'est-ce que je fais juste pour la joie, le plaisir d'être en vie. Tu sais, c'est comme... on oublie ça parce que, justement, c'est comme... À quoi ça sert? Tout le temps, à quoi ça sert ce que je fais en ce moment? Moi, tu sais, je veux dire, tout ce que je dis dans mon livre, si j'ai besoin de l'entendre, là. Oui, je suis la première à qui j'essaie de parler, finalement. Puis l'affaire des livres, j'ai eu le même constat. Tu sais, c'est comme... OK, je suis tout le temps en train... Puis, tu sais, je lis avec un sournière. Si j'ai pas de sournière, je peux pas lire. Mais là, à un moment donné, je peux-tu juste faire quelque chose comme qui n'est pas pour un podcast ou pour ma job ou pour... En tout cas. Bon, ben sur ça, on va aller faire une récréation. OK, on va recommencer. On peut aller danser dans le cool studio. Oui, c'est ça. Il y a de l'espace ici. Merci énormément d'être venu jusqu'à Granby, jusqu'à Downtown Granby. Les gens qui là, ont pris la piqûre, ta piqûre de ton amour du mouvement... Il y a le mouvement Happy Fitness. Il y a des entraînements dans les parcs qui sont vraiment le fun. J'en ai fait juste un, là, mais j'ai capoté ma vie. J'étais comme, mais voyons, les petits comptes, puis on recule, puis on fait des figures comme si on était des animaux. Puis là, c'était tellement une nouvelle façon de percevoir le mouvement. Donc, il y a des cours qui sont offerts un petit peu partout, dans plein de parcs et tout ça. Fait que vous irez voir sur le site du mouvement Happy Fitness. Il y a le balado aussi, l'état du jeu, qui est vraiment génial. Et évidemment, ce livre qui est sur les tablettes. Comment on dit ça? Mettons, là, toi, t'es habitué, là, tu commences à faire des entrevues sur le livre. On dit qu'il est disponible il est disponible dans toutes les librairies. Vous pouvez aller sur le site des libraires ou sur le site de Happy Fitness aussi. Moi, je le vends sur mon site. Encore mieux. Tout le monde aime danser avec les éditions Québec-Amérique. Puis, tu sais, c'est ça. Là, je suis allée dans plein de directions, mais en fait, la raison pourquoi j'ai écrit un livre, c'est parce que je voulais juste toutes mettre mes idées sur papier. Elles sont toutes là. Fait que si vous voulez aller plus en profondeur dans ce qu'on a abordé aujourd'hui, ben c'est la meilleure façon de le faire. Merci, Chloé. Merci à toi. Plus de bougeage. On bouge! Merci.